Le RIC Toxin, Fabrice Grimal, Toxin Plus. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du référendum d'initiative populaire version Toxin, le RIC de la semaine. L'occasion pour vous, chers téléspectateurs, de prendre position sur les sujets les plus importants, ceux que la rédaction de Toxin s'engage à ne pas laisser de côté. Avec cette émission, nous tâchons de mettre sur la table les questions que les Français se posent réellement, celles qui feraient à coup sûr l'objet d'un RIC, si les Français en disposaient. Le RIC, ce référendum d'initiative citoyenne, 1 million de signatures pour la question du jour. Et je pense que sur cette question, tout le monde en France a un avis, puisque tout le monde s'identifie à un territoire qui peut être sa ville, son département, sa région, bien évidemment sa nation. Si on y ajoute des communautés de communes, communautés d'agglomération, ça donne un enchevêtrement de strates politiques qu'on appelle amicalement le millefeuille administratif. Nombreux dans ce pays sont ceux qui souhaitent le réduire, le désépaissir, comme le prouve le RIC de ce soir. Et le fait que cette idée d'ailleurs se retrouve dans le programme d'un certain nombre de partis politiques et non des moindres. Faut-il dissoudre les régions pour faire des économies et transférer l'essentiel de leur pouvoir au département ou à l'État ? Avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de vous présenter nos invités du jour en plateau avec nous. Un homme politique qui a appartenu à plusieurs formations de gauche, certaines que vous avez contribué à créer, le Parti de gauche et les filles avec Jean-Luc Mélenchon, et la dernière en date, le vaisseau amiral du souverainisme de gauche, République souveraine. Vous êtes aussi actuellement le rédacteur en chef de la chaîne YouTube Fréquence Populaire, ancien candidat à l'élection présidentielle 2022. Vous êtes pour la suppression de cet échelon régional. Georges Kuzmanovic, bonsoir. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Et avec nous en visio, pour défendre l'effort de décentralisation pratiqué dans notre pays depuis au moins les années 80, Régis de Castelnau, bonsoir. Bonsoir. Avocat à la Cour, vous avez directement participé au processus de 1982. Vous êtes le créateur du blog Vue du droit et votre dernier livre s'intitule « Une justice politique » aux éditions L'Artilleur. Alors, le décor est planté. Permettez-moi d'ajouter avant de commencer, chers téléspectateurs, que vous pourrez voter pour répondre à cette question sur tous les réseaux Toxin, sur YouTube, dans les commentaires, dans le chat, sur X, pour trancher cette question pendant l'émission. Nous allons ouvrir les votes, alors à vos claviers, à vos souris, à vos téléphones. La démocratie n'attend pas. Et n'hésitez surtout pas à nous proposer les prochains RIC via notre site ou via les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, à cliquer sur le pouce, à la partager le plus possible sur tous vos réseaux. Et si ça n'est pas le cas, à vous abonner à la chaîne Toxin et à la chaîne Toxin Plus en cliquant, quel hasard, sur la cloche. Et j'en profite aussi pour dire un grand merci à tous nos contributeurs qui vont sur notre site internet toxin-media.fr/nous pour nous aider et permettre à des projets comme celui-ci de naître et de se développer. Et je vous assure, une fois de plus, que la rédaction de Toxin est mobilisée chaque jour pour être à la hauteur de vos efforts. Alors, la question posée est la suivante. Aujourd'hui, ce référendum est proposé aux Français. Ouvrez les guillemets. Approuvez-vous le projet de loi de suppression des régions françaises actuelles avec la répartition de leurs prérogatives au sein des départements? Dans le détail, la suppression pure et simple des régions existantes, le transfert de leurs fonctions et pouvoirs au département avec 1 an pour identifier et supprimer les doublons. Les préfectures de régions actuelles sont dissoutes et remplacées par des préfets de nouvelles régions liées aux grands fleuves, le Rhône, la Garonne, la Loire, la Seine et le Rhin, pour coordonner l'action des gouvernements sur les transports, la gestion des catastrophes naturelles, bien entendu, la gestion de ces fameux cours d'eau. Je pense que les rédacteurs de ce RIC ont voulu signifier que, comme on ne va pas créer de nouveaux cours d'eau, on ne pourra pas créer de nouvelles baronnies, si vous voulez, si j'anticipe un peu sur le débat à venir. Et on peut même, à la rédaction de Toxin, si on est un peu fifou, ajouter une petite cerise sur le gâteau, puisqu'on aura des hôtels de région laissés vides, qu'on peut tout à fait y décentraliser nos ministères. Qu'en dites-vous? Ça, on verra avec vous tout à l'heure. Alors, sans plus attendre et dans le vif du sujet, une première question pour vous, Régis de Castelnau, puisque vous avez pris part au processus de décentralisation amorcé par les lois de fer. Je rappelle, 25 lois passées entre 82 et 86, complétées par 200 décrets qui ouvrent une nouvelle perspective pour la démocratie locale. On peut en faire le bilan quelques décennies plus tard. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment et surtout pourquoi ça s'est fait? Quelles étaient les motivations principales des législateurs de cette époque? Et le lien que vous faites éventuellement avec le référendum perdu par le général de Gaulle 13 ans plus tôt, qui parlait déjà de régionalisation et voilà, sur lequel le RIC de la semaine souhaite revenir. Alors, je pense qu'il ne faut pas prendre le problème à l'envers, mais donc je vais effectivement revenir un petit peu sur le passé que j'ai connu, que j'ai accompagné.
Je vais faire aussi jouer des arguments d'autorité parce que ça a été une partie importante de ma vie professionnelle, sinon très importante. J'ai créé une structure de cabinet d'avocats d'une certaine taille, une moyenne surface spécialisée, dédiée au droit de la décentralisation. Et donc, bon, j'ai enseigné, je suis spécialiste de droit public, et j'ai même dirigé une revue qui n'existe plus aujourd'hui, mais pas par hasard, qui s'appelait la Revue française de la décentralisation, qui était une revue, bien évidemment, juridique, hein, scientifique, juridique. Bon, alors qu'est-ce que c'est la décentralisation? Ben, on va commencer par le point fondamental, c'est De Gaulle qui la veut. La décentralisation, la régionalisation. C'est Charles de Gaulle qui, après mai 68, comprend, et il y a eu un bouquin de Tessier qui s'appelle De Gaulle 1969, dont j'invite à la lecture, qui démontre que De Gaulle avait compris un certain nombre de choses et avait pris le problème à bras-le-corps. Le problème, et donc il avait proposé une réforme qu'il a soumise au référendum et qu'on appelait la régionalisation et qui prévoyait de créer des régions qui n'existaient pas jusqu'à présent. Il y avait deux instances locales, c'était les communes et les départements qui ont été institués par la Révolution, et De Gaulle voulait bien évidemment rénover les communes, rénover les départements et créer des régions. Et donc, avec un système de gestion démocratique, il y avait une partie électorale, hein, de conseillers qui étaient élus par les Français. Il y avait également des représentants des organisations syndicales, de la société civile. Il y avait une forme de nouvelle démocratie qui était tout à fait intéressante et tout à fait passionnante. Le Sénat a été supprimé sous sa forme ancienne et sa forme actuelle, parce que c'est pas par hasard, hein, que le Sénat soit redevenu non pas l'instance, le Parlement des collectivités locales, qu'il a été après les lois de 82, je vais y revenir. Donc aujourd'hui, tout ceci est terminé. Donc De Gaulle présente cette loi qui était tout à fait remarquable et il est battu. Et il est battu pourquoi? Il est battu parce que la bourgeoisie passe un accord avec les socialistes, les communistes se font avoir, hein, et De Gaulle est chassé parce que la bourgeoisie considère qu'il a mis d'une certaine façon le pays en danger, les intérêts du capital en danger, à l'occasion de mai 68, je parle bien du mai ouvrier, hein, parce que la bourgeoisie n'était pas fâchée avec le 14 juillet des couches moyennes. Ça l'intéressait plutôt. Georges Pompidou en était quand même le représentant, faut pas l'oublier. Eh bien, donc il est battu. Il est battu, on le congédie, hein, et cette décentralisation est abandonnée. Hein, c'était vraiment un système remarquable. À la suite de ça, tout un tas de travaux sont entrepris et il y a ce qu'on appelle le rapport Guichard. Guichard, qui était un des grands barons du gaullisme, fait un rapport sur la façon de mener cette décentralisation qui était indispensable. Arrive François Mitterrand au pouvoir et en 1982, sur la base du rapport Guichard, il y avait un groupe consensuel, les lois de 1982 sont votées à l'unanimité. Elles donnent des prérogatives dans un système nouveau, des prérogatives aux communes, elles donnent des prérogatives aux départements et elles créent les régions. Elles créent les régions qui avaient une existence déjà, elles n'étaient pas institutions démocratiques jusqu'à ce moment-là, mais elles sont créées. 26 régions. 26 régions. Et donc la dernière des lois conséquente de la décentralisation, c'est la loi ATR, Administration territoriale de la République, 1992. Hein. Donc, c'est la dernière des grandes lois de décentralisation significatives. À partir de là, commence un processus qui va être un processus de recentralisation. C'est-à-dire que le projet néolibéral, on le connaît, hein, il est porté par les socialistes, et après le virage de 83, bien sûr, il est porté par les socialistes, et donc on va multiplier tout un tas de textes, tout un tas d'encadrements, dont l'objectif global, si on veut, l'objectif global, c'est de tuer la démocratie locale autant que faire se peut, c'est-à-dire priver le peuple français des souverainetés locales dont il disposait, avec l'article 72 de la Constitution qui disait
les collectivités locales s'administrent librement dans le respect de la loi, et par le haut, bien évidemment, avec Maastricht, avec le TCE, on va priver le peuple et la nation française, évidemment, de ses compétences souveraines au profit de l'Union européenne, appelée comme ça aujourd'hui, après plusieurs avatars. Donc, moi, c'est ce à quoi j'ai assisté. C'est-à-dire que toutes les lois qu'on dénonce sur le soi-disant millefeuille, attendez, je l'ai pratiqué tous les jours, le fameux millefeuille, hein, c'était très lisible et ça posait pas de problème. Il y avait des défauts, bien évidemment, hein, et donc, je l'ai accompagné, mais j'ai bien vu quel a été le processus dont, je veux dire, un des exemples le plus extrême a été la scandaleuse réforme des régions opérée par Monsieur Lalimas, vous savez, qui nous a servi de président de la République socialiste entre 2012 et 2017, où là, il ne s'est pas représenté, pour passer le relais au candidat socialiste de 2017 qui s'appelle Emmanuel Macron. Hein, pas me raconter d'histoire, c'était bien ça. Donc, l'intronisation, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir était bien un acte socialiste, et donc, auparavant, on les a saccagés, ces régions. Hein, on s'est mis sur un coin de table, on a refait un découpage. L'objectif, il était de les tuer. Bien évidemment. Faut quand même pas oublier une chose, c'est que ce processus dont je parle, c'est-à-dire qu'il y a eu cette décentralisation dans une époque où il y avait un élan pour la démocratisation de la France, tout simplement. Cette décentralisation, avec ses défauts, avec ses manques, avec parfois des catastrophes, si on veut, elle a quand même été un progrès tout à fait considérable. C'était trop pour le système dominant, et donc on a complexifié à l'infini, on a privé les différentes structures à commencer par leur financement. La suppression des impôts locaux, enfin d'une partie des impôts locaux et des ressources par Emmanuel Macron, pour la remplacer par une dotation globale de fonctionnement, c'est pas par hasard. Et si aujourd'hui on apprend que 50% des départements, des 100 départements, 50% sont aujourd'hui en faillite. Ils sont simplement en faillite. Quand on apprend ça, c'est pas non plus par hasard que ça arrive. Hein. Je vais rappeler que les départements ont les compétences sociales du RSA, protection de l'enfance, personnes âgées. Eh bien, je veux dire, il faut tordre le cou à ces instances auxquelles d'ailleurs les Français sont particulièrement attachés. Et je parlais du processus. Le processus, il est probablement, je sais qu'on voit que certains commencent à en parler, il est de transformer l'Union européenne en véritable État fédéral, dont la France ne serait qu'un État second. Donc, ce que je veux dire, ça nécessiterait des explications assez longues sur cette décentralisation, mais je crois qu'il faut s'inscrire dans cette réalité politique. Alors, bon, moi je vais attendre les arguments de mon ami Georges Kuzmanovic. Pourquoi supprimer les régions ? Quelles compétences on va donner au département, quelles sont les compétences actuelles de ces régions dont il faut se priver. J'attends ces arguments, mais je pense qu'on ne peut pas détacher cette problématique de l'ensemble de la question de la décentralisation. Première étape du général de Gaulle, qui laisse des traces, y compris dans le rapport Guichard, loi de 1982, dite loi de fer, et les 20 premières années qui sont positives. J'ai parlé de ce qu'a fait... on va passer un petit peu la parole à Georges Kuzmanovic. Oui, je termine là. Mais non, je veux continuer à dire du bien des socialistes, moi, parce que vraiment, quand je vois la catastrophe dans laquelle ils ont amené mon pays, en 1999... il y a eu les lois sur l'intercommunalité dont on a parlé, là, dont Fabrice, tu as parlé.
c'est 1999, c'est Jean-Pierre Chevènement. Vous savez, celui qui était le maire de Belfort et qui a accompagné Emmanuel Macron à Belfort pour dire qu'on avait été beaucoup trop sévère avec lui dans l'affaire Alstom, 600 millions d'euros de corruption, hein, mais il a eu sa récompense, hein, puis il y a 1000 emplois supprimés à l'encontre des engagements pris par General Electric. Il a trouvé ça formidable, monsieur Chevènement socialiste, ex-socialiste maintenant, parce qu'ils s'en vont après, il crée des petites boutiques, hein, et il a, le soi-disant républicain, hein, il est venu recevoir à l'Élysée la Légion d'honneur qui était la contrepartie de cet engagement et du fait qu'il a dédouané Emmanuel Macron de l'opération de corruption d'Alstom qui a permis de financer l'élection. Voilà. Alors, merci beaucoup, Régis de Castelnau. Beaucoup de choses dans ce que vient de dire Régis, le contexte, l'aspect historique et la trame des différents sujets qu'on va aborder ce soir. Georges Kuzmanovic, une fois qu'on a dit ça, vous allez pouvoir commencer à exposer les raisons principales qui vous poussent à défendre la suppression des régions. Alors, quelles sont-elles? Et puis ensuite, on verra élément par élément. Mais d'abord, je ne suis pas tellement sûr qu'on sera tant en désaccord, enfin, que je serai tant en désaccord avec Régis que ça, avec Régis de Castelnau. Je m'en doutais un peu. Parce que, voilà, Régis de Castelnau n'est pas un bouffon socialiste ou un crétin néolibéral, et que donc il a contribué, entre autres en 82, à une décentralisation qui faisait sens. Mais il me semble que de la même manière, puisque Régis parlait de Gaulle, De Gaulle était pour l'Europe. Bah, il n'était pas pour cette Europe-là. Une certaine forme d'Europe. Et je reprendrai les propos du président dans ce magnifique film Le Président d'Henri Verneuil. Nous sommes tous pour l'Europe, mais c'est sur quel type d'Europe que nous ne nous entendons pas. Et je pense que cette décentralisation qui a été voulue par des gens intelligents comme De Gaulle ou Régis de Castelnau, elle n'est plus. Ils en ont fait un pâté. On est passé à autre chose. Et le RIC que proposent donc les auditeurs de Tocsin, si j'ai bien compris, d'où cette émission, c'est par rapport aux régions telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire des méga-régions dans lesquelles les citoyens ont du mal à s'identifier au sens historique du terme, si ce n'est les régions comme la Bretagne qui n'a pas été touchée, on ne sait pas pourquoi. La Normandie qui s'est Normandie, voilà. Bon, mais les autres... La Corse non plus. La Corse, voilà. Bon, mais la Nouvelle-Aquitaine, bon... Les gens du Sud et du Nord, bon... Ça permet de l'appeler Occident. Ah non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est l'autre. C'est Nouvelle-Aquitaine. Je crois que les Occitans, d'ailleurs, sont les seuls à être heureux du retour du nom. C'est le seul à avoir un nom qui les satisfait vraiment. C'est ça. Même si tout ne les satisfait pas, comme par exemple la non-proximité des élus. Oui. Et que ce sont maintenant... On est passé... Alors, Régis le disait, il y avait 26 régions. On est passé à 22, puis on est passé à combien? 13. 13. Bon, 13. Donc, ce sont des méga-régions qui ressemble furieusement à ce que la Commission européenne veut, à savoir des euro-régions. Et ça ressemble un peu au Länder allemand, même si ce n'est pas totalement pareil, évidemment, dans le fonctionnement. Mais ça correspond ça vise un objectif, en tout cas dans la Commission européenne, et qui a bien évidemment servi l'ectoplasme et capitaine de pédalo. Là, on est d'accord encore une fois avec Régis, à savoir le camarade, ou plutôt le non-camarade, Flamby, François Hollande, a créé des sortes de méga-régions à la demande, en fait, de la Commission européenne. Donc c'est ça qu'on veut casser. Alors peut-être pourquoi pas revenir à une autre organisation de la décentralisation, mais là, ce qui est en place contribue à l'incompréhension et au désamour politique des Français. Ils ne savent pas réellement qui sont leurs élus régionaux. D'ailleurs, j'ai participé à des élections régionales. C'est tellement gigantesque qu'on a du mal à faire des listes. Même les macronistes n'y arrivent pas. L'AFI n'y arrive pas. En Ile-de-France, il faut 224 candidats, hommes-femmes. Personne ne sait qui est à la fin des listes. Avec la parité, en plus. En plus, c'est ça, avec la parité. Bon, pourquoi pas la parité, c'est très bien. Mais on bouche avec tout et n'importe qui. Et évidemment, à chaque fin d'élection, tout le monde rigole. Ah, le 190e chez vous, il a montré... c'est un monsieur qui se promène par-dessus devant les écoles. Ou l'autre, c'est un fraudeur fiscal. Bon, évidemment, on ne peut pas vérifier, puis c'est pas très intéressant, puisque ce qui intéresse, c'est les 20 premiers postes. Ceux qui vont être élus et ceux qui vont être dans la baronnie locale et qui vont préparer des élections nationales. Et donc, c'est très, très distant des citoyens. Par contre, ce qui n'est pas distant, c'est la commune, c'est le département.
Là, j'arrive justement du salon Salon du maires, Congrès qui est des en ce maires de moment. France, avec le salon des maires de France qui est juste à côté. Et le thème, c'est la liberté. Et la liberté, je suppose, c'est pareil, ils ne sont pas contre la liberté par rapport au général de Gaulle ou à Régis de Castelnau. Ils sont pour la liberté par rapport à cette loi NOTRe qui les a complètement paralysés, parce qu'en plus de faire des méga-régions, ça a créé des intercommunalités où les maires, en fait, où la quasi-totalité des petits maires sont pieds et poings liés et doivent obéir souvent au président de région, qui est un sort de seigneur local, qui prépare patiemment sa candidature à la présidentielle. On voit les magnifiques résultats en Rhône-Alpes avec l'inénarrable Monsieur Wauquiez. Bon. En plus de cela, les régions actuelles coûtent une fortune et ont des prérogatives qui n'ont aucun sens. Et je suis totalement sûr et certain que Régis de Castelnau ou le général de Gaulle ne pensaient pas à ce genre de prérogatives. Donc d'abord, ils ont leur part de fonctionnement, c'est 60% du budget. Donc ça paye tout un tas de gens, d'élus, de secrétaires, d'agences, de sous-commissions, de commissions qui ne servent à rien. Le pire, quand vous êtes entrepreneur, et c'est souvent quand on rencontre les entrepreneurs, c'est ce qu'ils nous disent, localement, ça crée des doublons avec les départements, avec l'État, avec l'Union européenne. Ils ne savent pas où aller, chacun a un bout de subvention, et c'est un cauchemar administratif qui, je pense, peut être résolu. Alors, compte tenu de la situation actuelle, et sans aller à l'encontre de la décentralisation que voulaient certains avant, dont Régis, l'idée est de revenir à quelque chose de plus simple, au moins pour une période de temps, à savoir l'État, le département et la commune, avec des maires qui ont réellement des pouvoirs. À une époque, c'était François Mitterrand qui disait « il y a 2 pouvoirs en France, c'est celui du président de la République et celui du maire ». Maintenant, c'est fini. Le président de la République, il attend le coup de téléphone de Bruxelles ou le coup de téléphone de Washington. Et le maire, en général, à moins qu'il soit maire d'une très grande ville, et président d'intercommunalité ou en même temps ayant le président de région à sa botte, ne peut pas décider grand-chose. Il ne peut même plus apporter son soutien à un candidat à la présidentielle. Et oui, parce que que son soutien est public, immédiatement affiché. Ah, c'est pas que... Oui, public, c'est une chose. On va pas parler des problèmes techniques qui font que maintenant, c'est complètement délirant et antidémocratique d'obtenir la signature d'un maire. Il y aurait une émission à faire là-dessus. Les Français ne sont pas au courant. J'ai rencontré des gens qui ont fait des campagnes politiques qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé en 2022. Mais en dehors de ça, même s'il est volontaire, parce qu'il y a plein de maires de droite, par exemple, qui signent pour lutte ouvrière, parce que par souci démocratique, ils ne sont pas d'accord, mais ils signent. Le problème, c'est qu'ils doivent envoyer un groupe de personnes âgées d'un EHPAD en voyage en Grèce, et c'est financé à 40% par la région, à 20% par le département, et puis par la grande ville d'à côté. Il ne faut pas créer d'inimité. Et souvent, l'inimité principale, elle vient de la région. C'est ce qu'ils nous disent. Ils sont gênés aux entournures, ils savent pas, ils préfèrent pas signer. On n'aimerait pas déranger le big chef étant le patron de la région qui est très très loin et qui a peu de rapport. Bon. Et la question que posait Régis, c'était qu'est-ce qu'on fait des prérogatives actuelles des régions ? Parce qu'encore une fois, Régis, on parle des régions telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc c'est 13 machins gigantesques avec les prérogatives de la loi NOTRe. Bon, le développement économique, franchement, je pense que ça peut être écarté pour le reverser aux régions, pour l'aide pour le reverser au département, pour l'aide à tout ce qui est petites entreprises et artisanat, et le reste, le grand développement, à l'État, avec enfin un État comme le voulait le général de Gaulle, un État un État stratège. La formation professionnelle. Qu'est-ce que les régions vont avoir avec la formation professionnelle ? On est dans un processus de désintégration du système d'éducation nationale, de privatisation, d'éclatement généralisé. Ça doit revenir à l'État et être organisé, et que, enfin, la formation professionnelle soit valorisée et respectée, que les ouvriers spécialisés, les techniciens, et peut-être certains qui continueront leurs études, des ingénieurs, soient valorisés, ce ne soit pas un machin qui dépendent des régions où ça fonctionne très très mal. La gestion des lycées. Bon, le département s'occupe des collèges, ils peuvent parfaitement s'occuper des lycées, en plus ce serait cohérent. Souvent, on a cette idiotie maintenant, on a des collèges-lycées, alors un bout qui est organisé par le département, l'autre par la région. C'est franchement n'importe quoi. Les transports, évidemment, au moins locaux, par le département. Et l'aménagement du territoire doit être organisé de manière logique par l'État, qui le fait avec une politique
de programmation et de planification, et ainsi que l'aménagement du territoire, ça peut parfaitement revenir au département. Donc, en l'état des choses, comment fonctionnent réellement les régions aujourd'hui, c'est quelque chose qui détruit la France. Ça vise, je pense, Régis, tel que c'est, pas ce que vous avez fait vous, ça vise à casser l'État, et c'est voulu par Bruxelles, qui est très très satisfait de la manière dont, et pour cause, dans la manière dans laquelle M. François Hollande a organisé justement les régions de France. Donc voilà, je plaide pour leur suppression aujourd'hui, et un véritable pouvoir pour les maires et un véritable pouvoir supérieur pour les départements. Alors, c'est très clair. Régis, vous allez pouvoir répondre. Avant cela, nous allons ouvrir le vote. Rendez-vous sur tous les réseaux, sur X, sur YouTube. Donnez votre avis, votez pour ou contre la suppression des régions. Et n'hésitez pas à en profiter pour mettre le pouce, sonner la cloche. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre sur Tocsin et sur Tocsin+. Un grand merci encore évidemment à tous nos contributeurs sur toxin-media.fr/nous. Retour en plateau avec Régis de Castelnau. Alors, c'est très clair ce que vient de dire Georges Kuzmanovic. Il a aligné mais Régis aussi, d'être très clair. Bien sûr, il a aligné un certain nombre de choses. Et il a bien expliqué comment on pouvait répartir assez efficacement et simplement les prérogatives des régions. Est-ce que ça vous paraît faisable ? Enfin, qu'est-ce qui bloque là-dedans pour vous ? Première observation, je pense que c'était mieux avant, oui. Moi, je l'ai connu, et je vais revenir un petit peu sur le système 1982 qui a été complètement abattardi. Alors là, je suis d'accord avec Georges, sur l'objectif de fédéralisation de l'Union européenne, oui, mais sur le fait de casser l'État, non, de casser l'ensemble de l'institution publique. L'État, pour les néolibéraux, doit être assigné au seul rôle qui est celui de garantir la concurrence libre et non faussée. C'est tout. C'est-à-dire que toutes ces fonctions de prise en charge des responsabilités étatiques, on l'a cassé. Le bilan de Macron, il est bien celui-là. C'est un désastre. Les grandes fonctions régaliennes sont au bord de l'effondrement, les grands services publics sont déjà effondrés, enfin bon. Donc, il a bien travaillé. Ah oui, mais bien sûr qu'il a bien travaillé. Bien sûr qu'il a bien travaillé. Quand on pense à ce qu'était la France quand il est arrivé au pouvoir, elle était déjà brinque-ballante. Mais là, c'est un désastre sans nom. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon, donc, on pourrait être long sur les raisons et sur la façon d'y remédier. Mais quand je dis c'était mieux avant, oui, la décentralisation telle qu'elle avait été imaginée après un processus démocratique extrêmement important, après l'étape gaulienne, elle marchait. Alors, je me répète, il y avait des problèmes, mais elle marchait. Donc, aujourd'hui, ce que représentent les régions mérite tout à fait d'être supprimé, mais pas en supprimant les régions. Pas en supprimant les régions. Alors, la réforme de Hollande a coûté un argent fou, a créé des espèces de monstres géographiques et politiques, où quelques potentats s'organisent pour participer à la course présidentielle. Tout ça est totalement catastrophique, je suis bien d'accord. Mais et c'est pour ça que je ne souhaite pas la suppression, je suis opposé à la suppression des régions parce que, effectivement, j'ai du mal à discerner l'objectif. Si on veut mettre en place un système qui fonctionne, qui assure la démocratie locale, la souveraineté dans ses modes d'expression actuels et par les canaux avec plus de proximité, avec les bons niveaux pertinents, je pense que le modèle de 1982 est encore parfaitement utilisable. Alors on va me dire, oui, mais on va pas retourner au système précédent et aux 26 régions. J'aurais tendance à dire si, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y avait, pendant ces 25 ans, il y a eu une identification. Ça a commencé à se construire. Le département, il est là depuis si longtemps. Il y a un attachement extraordinaire au département. C'est une identité. Les régions
commençait à être une identité. Et puis, il y avait le niveau de pertinence, les interventions économiques sans rapporter à l'État. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi, je vais prendre un exemple. Alors, c'est pas à l'échelle, hein, ça n'a rien à voir, mais je connais un peu la Chine. On a effectivement un système socialiste avec un parti communiste qui a le monopole du pouvoir, avec des plans, avec des élaborations. Ils viennent de commencer l'élaboration du 15e. Et il y a également entre les structures locales, et en particulier les grandes régions, certaines grandes métropoles, il y a des formes d'émulation, voire de concurrence. Le dynamisme de ces régions dans la mise en œuvre des compétences économiques, moi je me rappelle, j'ai bien connu ça, c'était quelque chose de précieux. C'était quelque chose de précieux, et ce d'autant que la réforme de 1982, la décentralisation, avait mis en place un système démocratique reposant sur des principes. Il y avait ce qu'on appelait les blocs de compétences. Chaque niveau de collectivité décentralisée, commune, département, région, avait son champ de compétences, avec y compris la clause de compétence générale, c'est-à-dire qu'au-delà de ces compétences qui étaient définies, il avait des capacités d'initiative dès lors que c'était rattachable à un intérêt communal, un intérêt départemental, un intérêt régional. Comme par hasard, on a supprimé ça, qui était quelque chose, un moteur extraordinaire, on l'a supprimé pour le réserver au profit de ces régions qui ne sont que les croque-morts, hein. Ce sont les pompes funèbres qui doivent emmener l'espace public à la catastrophe, pas à la catastrophe d'ailleurs, à la soumission totale, d'abord par le haut comme ça a été fait, et désormais aussi en parallèle par le bas. Donc, moi, la suppression de ces régions, je suis d'accord, hein, mais pour restaurer des niveaux pertinents qui m'apparaissent utiles. Les régions, donc, ont aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, puisque le monde a quand même considérablement changé, les départements restent à un niveau très très pertinent. Bravo les révolutionnaires qui les ont de 1789 qui les ont mis en place, mais ce sont des structures qui ont leurs limites. Je rappelle que le département, hein, la taille du département, c'était il fallait qu'il soit traversable par un jour d'homme à cheval. Hein, c'était ça. C'est fantastique. Et ça a marché. Et ça marche toujours, d'ailleurs. Et ça marche toujours. Bien. Donc, les régions doivent être plus grandes, doivent embrasser des bassins géographiques plus importants, doivent bénéficier d'un type de rapport avec l'État qui doivent être parfaitement je veux dire organisé, mais en ce qui concerne ce système des blocs de compétences, il avait un autre mérite, un mérite institutionnel, c'est qu'il n'y avait aucune hiérarchie entre les collectivités. C'est absolument pas un système pyramidal. Hein. Et d'ailleurs, la différence entre ce que De Gaulle avait préconisé dans sa réforme et la réforme de 1982, c'est que les exécutifs des collectivités ont été transmis aux collectivités, alors que dans le système de la régionalisation de Gaulle, le pouvoir exécutif restait entre les mains du préfet. C'est-à-dire qu'auparavant, c'est la loi de 82, le préfet contrôlait a priori les décisions des collectivités et devait les approuver, alors qu'après, le préfet les contrôlait a posteriori par le biais de la loi, hein, c'est-à-dire les collectivités locales s'administrent librement dans le respect de la loi, et s'il y avait un désaccord, si le préfet était en désaccord avec une décision qui était prise, il pouvait saisir le juge pour demander l'annulation ou la suspension de la décision prise par la collectivité. C'est-à-dire qu'on passait, dans un souci de démocratie, d'un système suradministré, qui est le système français. C'est pas par hasard si la France s'est constituée comme ça, c'est parce que ce pays très hétérogène, hein, a survécu et s'est installé dans sa forme historique parce qu'il a eu un État fort. Les rois de France l'ont compris assez tôt, hein, et
Louis XIV, n'en parlons pas, et les constituants de la Révolution, évidemment, également. Donc, simplement, cette centralisation finissait par aboutir à des impasses et des blocages. Donc, on a décidé que désormais, on considérait que les instances locales étaient responsables. Pardon ? Terminez là, s'il vous plaît, qu'on puisse repasser la parole à Georges. Alors, allons-y. Alors. Oui, alors on a. Non, attends, je voudrais. Parce que moi, j'ai rien demandé, je veux pas être coupable. Non, je termine sur le fait je préconise un retour, et c'est pareil pour la Constitution, qu'on a détruit, qu'on était en parallèle. La Constitution de 58 est un torchon désormais. C'est pas en faisant une 6e, c'est en revenant à la vraie 5e qu'on pourra s'en tirer. Très bien. Alors, Régis a parlé des départements, donc qui ont une identité, qui date de 1790. Mais quand on observe un peu les débats depuis une dizaine d'années sur le millefeuille administratif, de la part des pouvoirs publics, des gouvernements, des médias mainstream, c'est le département qu'il faudrait supprimer. Dans le rapport Attali de 2008, et depuis, Manuel Valls l'avait même promis sans arriver à le faire. Qu'est-ce que vous en pensez, Georges Klivanovic ? Pourquoi est-ce que les pouvoirs s'attaquent au département plutôt qu'aux régions, en fait ? Parce qu'il a les compétences sociales. Voilà. Si on devait, Régis a raison, le département a les compétences sociales, ce qui fait que sans avoir d'autres compétences et financement, il se retrouve tout le temps, régulièrement dans le rouge, comme l'a très bien dit Régis tout à l'heure. Mais si on tire le fil de la commission Attali, en fait, ce qui serait bien, c'est de supprimer la démocratie. Ah oui. C'est ce qu'a fait un des membres de la commission Attali qui s'appelle Emmanuel Macron. Ouais. Voilà. Il a été choisi par qui ? Par Attali. C'est lui qui l'a présenté à Flamby, président de la République, François Hollande. Il a imposé. Ou imposé. François Hollande, qui lui-même, dès 84, écrivait combien le néolibéralisme, ce serait bien, et que toutes ces fariboles socialistes devaient être jetées dans les oubliettes de l'histoire. Il a écrit un livre avec des gens très bien comme M. Jouillet. Jean-Pierre Jouillet. Qui a fini ministre de Sarkozy et qui a été son secrétaire général à l'Élysée. Donc, de toute façon, ça, c'est peut-être un marigot où tout le monde se repasse, comme disait Régis tout à l'heure, les postes. Donc oui, c'est pas étonnant qu'ils veulent le supprimer. C'est bien Jean-Claude Juncker, le précédent président, un peu alcoolisé, ce qui n'était pas le pire de ses défauts. Imbibé. Oui, mais c'est pas le pire de ses défauts, vraiment. Boire, c'est bien. Du président, de la Commission européenne avant Madame Ursula von der Leyen, qui disait qu'il ne peut pas y avoir de démocratie contre le traité européen. Donc tous ces machins sociaux démocratiques, là, l'idée, c'est quand même de les supprimer. Et ça me permet de faire une petite publicité, parce que là, je reviens au sujet. Mais j'étais au salon, au Congrès des maires de France, et hier, il y a quand même une dinguerie d'un niveau colossal. Et donc, j'invite, puisqu'on se soutient ici entre médias puisque Régis est aussi un média, et on est tous abonnés les uns aux autres, et ce qui est une bonne chose, puisque ça permet que une information alternative circule. Quelque chose qui est passé complètement sous les radars. Le nouveau ministre de la Défense, Fabien Mandon, a dit au Congrès... Non, le chef d'état-major. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Oh là là, mon Dieu. Le chef d'état-major des armées françaises a dit aux maires de France, au Congrès, qu'il fallait préparer les citoyens à la guerre contre la Russie d'ici 3 ou 4 ans et faire en sorte... à souffrir, à se faire mal, il a dit. Oui, économiquement, mais aussi à ce que nos enfants meurent. Alors, pourquoi pas ? Pour un congrès des maires, c'est sympa comme et qu'il fallait que les maires relaient cette propagande. Et il faut que les maires relaient cette propagande. Donc, si vous voulez avoir la vidéo, vous pouvez la regarder sur Fréquence Populaire. Vous allez voir, on est dans un grand délire quand même, macroniste. Bon, ces gens-là ne veulent plus de démocratie. Et encore une fois, c'est pour ça, Régis, que ce sur quoi porte ce RIC-là, c'est la suppression des régions telles qu'elles existent aujourd'hui. On a eu la loi NOTRe, voulue en 2015, totalement antidémocratique par François Hollande. Et avant, sous Sarkozy, on a eu les ARS, Agences régionales de santé, qui n'ont absolument aucun rapport l'une avec l'autre, sauf dans une coordination de temps en temps. Mais c'était bien l'idée. Les agences régionales de santé ont été spécifiquement créées pour détruire l'hôpital public français. Et on a des machins qui fonctionnent à un niveau régional,
où il y a une pléthore de gens dont on se demande bien qu'est-ce qu'ils font. Il y a les mêmes dans les, grandes multinationales. C'est des gens qui encombrent les RH, et qui font des audits en permanence et qui emmerdent tout le monde, tous les gens qui produisent ou qui soignent. Et on a un peu le même problème avec les régions, encore une fois, telles qu'elles existent aujourd'hui. C'est une armée de fonctionnaires qui, en général, sont au service de ceux qui les ont recrutés. Et dont on peut se demander, pour une bonne partie d'entre eux, alors même que leur motivation personnelle est souvent bonne et qu'ils essaient de faire au mieux, mais qui sont mis en place et choisis pour être des hommes ou des femmes liges de tel ou tel baron local. Avec le salaire qui va avec. Dans le dernier livre d'Olivier Marleix, son livre posthume, il disait qu'il y avait 25 000 fonctionnaires mieux payés que les députés avant la décentralisation. Oui. Mais il y a aussi les petits. Il y a les catégories B, les catégories C. Donc ça sert à faire du clientélisme. Oui, et que ça fait du clientélisme. Certains sont extrêmement utiles et on manque de fonctionnaires à l'école, on manque de fonctionnaires à l'hôpital, on manque de fonctionnaires dans la police, mais on manque vraiment pas de fonctionnaires auprès de la fonction publique territoriale, en particulier des régions. Réellement, là, on pourrait avoir une politique. Alors c'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse les supprimer en un an. Je pense qu'il faut faire... Enfin, on ne fait pas les choses de toute façon à la va-vite. Les gens ont des vies, ont une dignité et ont des compétences. Et ils sont là et ils peuvent bien faire ailleurs. Et là, beaucoup ne servent strictement à rien, comme les ARS. Les ARS, par exemple, à Lyon, vous en avez 1000. Ils sont 1000 à l'ARS de Lyon. C'est 35% de l'hôpital public français. Des gens qui, quand il y a eu le Covid et qu'il a fallu gérer le bordel, les médecins leur ont dit, et les infirmiers et les aides-soignants leur ont dit, écoutez, vous rentrez à la maison, vous allez faire des colloques en Teams, en caleçon et en costume entre vous pour discuter de trucs qui servent à rien. Nous, on s'occupe des choses concrètes. C'est un peu ça, la réalité. Et c'est quand même frappant que cette loi NOTRe qui organise les nouvelles régions, encore une fois, régissent telles qu'elles sont aujourd'hui, pas telles qu'elles pourraient être ou qu'elles ont pu être, casse le pouvoir des maires. Les maires, tous les petits maires que j'ai rencontrés, qu'on rencontre en se baladant en France ou dans ce congrès des maires de France, disent j'ai perdu le pouvoir. Là, le dernier que j'ai interviewé tout à l'heure, c'était Jean Lassalle. Je ressors la caméra, il est marrant, il est truculent. Il pète le feu et est en forme, c'est très très drôle. Vous verrez, c'est amusant. Et il dit, mais moi j'étais maire à 20, 21 ans. C'est à 50 ans. Il dit, mais j'avais beaucoup plus de pouvoir quand on allait voir le sous-préfet, on avait une vraie relation, on pouvait faire des choses dans nos mairies. Maintenant, ils ont tous abordé, maintenant on est des sortes de petits soldats. Et les citoyens viennent nous voir, nous, les maires. Il n'est plus maire, mais bon, les autres maires, et ils leur demandent des choses qu'on ne peut plus faire, mais qu'on pouvait faire avant. Et donc, tout ce fatras qu'ils ont créé est un fatras antidémocratique, d'un côté, qui rend les citoyens fous. Et encore, je reviens à nouveau sur les entrepreneurs qui perdent leur latin, franchement, là, ça n'a aucun sens. C'est du charabia. Les agriculteurs, il y a des gens qui se suicident à cause de cette dinguerie bureaucratique, qui n'a pas été créée parce qu'ils voulaient faire de belles régions, il a été créé pour faire une folie administrative. En plus, vous avez le niveau européen. Et donc, truc-là... Alors on va en venir au niveau européen aussi. Mais ce truc-là, maintenant, doit être supprimé. Parce que c'est un poids sur la démocratie, c'est un poids sur les finances publiques. C'est tout un tas de gens, en particulier les politiques là-dedans, qui sont parfaitement inutiles. Et revenir à plus de démocratie sur le terrain, c'est-à-dire la mairie, les communes, les départements, et plus de coordination au niveau de l'État. Quand il n'y avait pas de région, en France, nous avions les 30 Glorieuses, on a fait le TGV, on a fait Ariane, on a fait Airbus, on a fait le nucléaire, et tout ça est maintenant absolument impossible. Alors, avant la réponse de Régis de Castelnau, détendez. D'abord, un petit point sur les votes. C'était parti très fort pour la suppression des régions sur YouTube. Ça s'est un peu calmé. Le camp du contre est revenu. On est à peu près sur 2 tiers, 1 tiers quand même. Bravo Régis, il argumente mieux. Régis a permis au compte de remonter significativement. Ça, c'est pour YouTube. Sur X, on est à peu près à moitié-moitié. Et oui, c'est à touche-touche. Mais alors, c'est que le début, je rappelle, Régis, je rappelle que les gens peuvent voter jusqu'à la fin de l'émission et même dans les jours qui suivent, on fera le bilan un peu plus tard. Et si vous avez des idées de RIC, chers spectateurs, si vous avez des questions que vous voulez poser, n'hésitez pas à nous les envoyer. Celles qui seront le plus sollicitées passeront évidemment dans l'émission. Régis de Castelnau, c'est à vous.
Alors, le RIC, bon, un référendum, effectivement, portant sur la suppression des régions, mais Georges, qui est quelqu'un de raisonnable, dit ça va prendre du temps, le démontage, parce qu'il va falloir les démonter. Effectivement, il y a des problèmes de personnel majeurs. Ça, confiez-moi la mission, je saurais faire ça relativement rapidement. Mais dans ce cas-là, ce démontage, remontage, parce qu'il va falloir, y compris sur les locaux, sur les lieux, si on redonne les compétences au département, si on les renvoie vers les communes, pour certaines, hein, j'ai pas la répartition, je vais pas la proposer là maintenant, mais j'ai pas les compétences pour ça, mais ça, c'est un gros boulot. C'est donc la décentralisation qu'il faut remettre à plat, il faut la redémocratiser, il faut l'épurer, et je pense que ça passe pas nécessairement par la suppression des régions, qui était une instance, moi, que j'ai vu fonctionner et qui pouvait être précieuse. Alors oui, il y a les problèmes des grands féodaux. C'est une évidence. Hein. Quand on voit Rhône-Alpes, Auvergne, mais qu'est-ce que c'est que cette région, quoi, avec Vauquier comme par hasard, là, et donc c'est pesant sur les maires, et c'est normal. Le système initial, c'était pas de hiérarchie, bloc de compétences, et chez moi, je fais ce pourquoi les électeurs m'ont mandaté. Et je pense que de toute façon, ce serait un gros chantier. Mais je crains que la mesure qui consiste simplement, et puis je vais revenir sur une partie de l'argumentation, qui consiste simplement à supprimer les régions telles qu'elles sont aujourd'hui. Oh là là, j'en rêve qu'on les supprime, mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on remette le système à plat et qu'on le reconfigure avec l'expérience qu'on a eue auparavant. Alors, il y a deux grands arguments sur le personnel, les fonctionnaires qui sont effectivement des outils de clientélisme, parfois d'amortisseur social. Hein, faut pas oublier ça, hein, parce que effectivement, on fait peser sur la dépense publique des situations qui sont le fruit de la mise en œuvre d'une politique néolibérale. Et puis deuxièmement, il y a la question du millefeuille, c'est les compétences qui s'interpénètrent, qui deviennent contradictoires. Mais la décentralisation, et parce que Georges parlait du danger, et toi aussi Fabrice, du danger qu'il y avait à vouloir une démocratie sans démos, hein, sans le peuple, ça c'est un projet qui a été écrit comme tel d'ailleurs. C'est que la décentralisation, c'est 500 000 personnes, 1,5 million de personnes qui s'investissent dans la démocratie locale. Et ça, c'est une ressource extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinairement précieux, sachant, je parle des élus là, hein, je parle des élus, que 90% d'entre eux sont bénévoles. Hein. Quand vous êtes dans une commune et que vous faites des réunions de préparation budgétaire à 18h, plus rasoir... J'ai eu l'occasion de participer à pas mal de choses, hein, en tant que conseil, pas en tant que décideur. Donc, c'est extraordinaire. C'est pas le cas des régions, ça, Régis. C'est le cas des communes. Et je suis pour les communes. Non. Il y a aussi les élus régionaux qui sont dans les listes d'opposition, mais qui se battent, etc. Ça existe quand même. Il y a des formes. Alors, c'est vrai qu'elles ont été terriblement abîmées, ces régions. Rénovons-les. Il faut leur restituer leurs compétences. Personne connaît les noms de leurs élus régionaux. Si on est sincère, tu connais ton élu régional, toi ? Moi, non. Alors, et personne ne les connaît. C'est ça. Pour faire l'émission de ce soir, je suis allé voir Je connais, moi. Je suis allé voir la liste des élus. Mon président de région, oui, je le connais, il s'appelle Muselier. C'est un parfait imbécile. Le président, oui. Mais c'est ça. Tu es en PACA. Et auparavant, le président avant que je vienne m'installer là, c'était Valérie Pécresse. Oui. Oui, voilà. C'est horrible. Mais justement. Non. On connaît les tu as raison, là. Aujourd'hui, tu as raison. Il y a 20 ans, ça s'était installé. Oui, on connaissait, parce qu'il y avait des polémiques, il y avait des batailles politiques. Il n'y a plus de batailles politiques maintenant. C'est complètement engoncé. Donc, on est d'accord sur le diagnostic. Le problème, c'est la thérapie.
la thérapie, moi je crains, on supprime les régions, c'est une facilité au niveau de la prise de décision, ça va être extrêmement compliqué à remonter. Oui, mais Régis, ça illustre toute la complexité du RIC, c'est bon et ses mauvais côtés. C'est-à-dire qu'il a un côté un peu coup de butoir, all-in-one, le gagnant attrape tout, quoi. C'est la question posée, si elle est simple, qu'elle a 1 million de signatures et qu'elle rencontre 50,1% des Français, ça y est, elle est appliquée et elle fait fif un petit peu de la complexité des débats. La situation qui aboutit n'est pas forcément optimale. Mais en tout cas, sera compris comme une avancée par les 50,1% qui auront rué dans les brancards et qui auront permis de rentrer dans le système, en quelque sorte. Georges Kuzmanovic, si on supprime les régions et qu'on donne plus de pouvoir encore aux départements, on imagine ce que ça peut donner au niveau du 13, au niveau du 69, au niveau du 75. Est-ce qu'on ne va pas recréer toujours des baronnies ? Est-ce qu'on ne va pas faire des barons départementaux hyper forts avec un budget gigantesque qui vont recréer toute une clientèle ? Mais comment on fait pour lutter contre ça ? Il y a des régions comme des départements, comme des villes qui sont plus riches et qui ont plus d'empreintes sur le pays. Bon, ça, c'est comme ça. Pas Paris. Du coup, on perd un certain aspect de péréquation entre un département très riche et un département mitoyen qui l'est un peu moins. Je suis désolé. La région Île-de-France, et justement, c'est un argument qui va pour la suppression des régions. La région Île-de-France, c'est un truc autonome qui est plus puissant que la Suisse, en termes de budget. Pourquoi ? Parce que c'est la capitale au milieu. Mais la capitale, Paris, c'est la ville des Parisiens, c'est la ville de tous les Français. C'est la capitale. Pourquoi est-ce qu'il y aurait... toute seule. Et pour un département, pourquoi est-ce qu'il y aurait un avantage particulier pour cette région ? Enfin, c'est assez incompréhensible, en vérité. Alors que énormément du travail de l'ensemble des Français, et fort logiquement, va vers la capitale. C'est ce qui est normal, il faut bien qu'on ait une capitale, comme tout pays. Donc, non. On a une configuration très spéciale en France. Alors que mais non, justement, les départements, et justement, mais puisque Régis, et c'est une bonne chose, il faut qu'il y ait de la décentralisation. Mais donnons aux départements des prérogatives qu'ont les régions, que ne comprennent pas bien les Français, qui sont plus proches d'eux, qui connaissent mieux les élus, qui sont en meilleure coordination avec des maires qui n'ont pas à faire... Parfois, il faut faire 3 heures ou 3 heures et demie, 4 heures de route pour aller voir le préfet ou le président de région. Ça n'a aucun sens. Là, il serait justement peut-être pas à distance de cheval. Enfin, si, il serait à distance de cheval. Donc, ça veut dire qu'en voiture, en 1 heure, ils y sont. Et pire, 1 heure et demie. Ils y sont et ils peuvent régler les problèmes concrètement là, quand ils surviennent. Et pas dans des... En plus, quand on sait comment... tu sais très bien comment fonctionnent encore une fois, les régions d'aujourd'hui. C'est des trucs immenses. C'est pire que l'Assemblée nationale. C'est des sous-commissions, c'est des machins. Tu veux obtenir un truc, tu comprends pas. Ta demande, elle part dans des bureaux, dans des trucs, dans des... Encore une fois, quand on va voir les maires ou des petits entrepreneurs ou des citoyens qui veulent des solutions, quand ils passent par la région, c'est un machin, là-haut, pas très clair. Un distributeur de subventions. Pourquoi, dans une bonne décentralisation, on n'aurait pas un vrai retour au pouvoir des maires et pas qu'ils soient contrôlés et des départements plus puissants, avec des prérogatives, une partie des prérogatives qu'ont les régions, avec plus de sous, et on aurait une vraie belle décentralisation. D'autant plus qu'une des choses que je veux dire qui a changé, Régis, par rapport à 1982, c'est que le monde a changé, et d'une manière considérable, avec l'informatique, avec les réseaux sociaux, avec la connectivité. Et une des raisons pour lesquelles la décentralisation était nécessaire à cette époque, où on avait des téléphones accrochés au mur et puis on s'envoyait des courriers par voie postale, c'est que maintenant, avec ces réseaux sociaux, en simplifiant ce millefeuille administratif et en donnant plus de pouvoir aux départements et aux communes, on peut, 1, réduire le millefeuille administratif, 2, réduire les dépenses publiques, et 3, avoir une démocratie plus vivace avec des outils qui n'existaient pas avant et qui font que on a une communication plus rapide entre le national et le local, et que peut-être le local n'a plus besoin de cette strate supplémentaire qui permettait d'atteindre un jour le national. Et c'est vrai qu'en 82, quand tu es sous-préfet ou tu es maire ou conseil départemental du fin fond de la Creuse,
Pour atteindre Paris, c'était compliqué. Là, il y a peut-être plus de moyens. Donc, Attention, ce truc. à l'époque, il y avait le cumul des mandats. Hein. Il y avait le cumul des mandats, ce qui fait que... on avait des maires qui pouvaient remonter en tant que députés. Oui, mais ça, le cumul des mandats, ça permettait, effectivement, ça permettait d'abord d'avoir d'autres expériences, ça évitait le cloisonnement, ça permettait d'éviter qu'on ait des chambres, une Assemblée nationale grotesque, totalement grotesque, hein, aujourd'hui avec des recrutements absurdes. Mais ce que je veux dire, je veux pas faire l'ancien combattant, un petit peu quand même, mais les régions, c'était les plus simples des collectivités quand il y a 25 ans. C'était les plus simples, avec lesquels c'était les plus faciles d'avoir des contacts. Et il y a toujours cette question du niveau de pertinence. Effectivement, le maire, il est dans un rapport de proximité. Effectivement, c'est le père, hein, et c'est extrêmement précieux. Hein, avec nos 36 000 communes, il y en a des toutes petites, etc. On passe son temps à dire que c'est complètement anormal, c'est irrationnel. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ça fonctionne, hein, et les gens, à juste titre, ils sont attachés. Le département, c'est qu'il a une histoire. Il a l'entretien avec les citoyens qui votent pour lui, hein, avant qu'on invente le double mandat de parité grotesque, hein, c'est-à-dire qu'on vote pour 2 personnes en même temps, etc. Il y avait ce que Mitterrand, qui était un politique madré, disait à ces jeunes: allez sur le terrain, présentez-vous d'abord dans un canton, faites votre apprentissage, hein, et c'était cette réalité. Mais il y avait ce rapport de proximité. Avec la région, ce rapport de proximité était nécessairement plus distant. Mais il n'avait pas les mêmes fonctions, il n'avait pas la même stratégie, il n'avait pas les mêmes objectifs, et bien évidemment pas les mêmes compétences. Une région, par exemple, si une région décide, veut ou pense que c'est opportun de développer le numérique, par exemple, et de se faire sa Silicon Valley à la française, etc. Moi je vois comment font les Chinois, c'est ébouriffant, hein. Hop, recherche-développement, on passe des conventions avec les grandes universités, avec les entreprises, on développe, alors l'industrie particulière, Shenzhen par exemple, le numérique, parce que justement ces régions qui sont, il y a des régions de plus petite taille qui entretiennent d'autres rapports avec les citoyens et qui ont d'autres compétences. Donc le niveau régional, le disqualifier au prétexte que actuellement, ou avec l'argument qu'actuellement, ce qui a été mis en place par François Hollande avec sa réforme, mais surtout ce qui est mis en place, ce qui est mis en œuvre plutôt, hein, par les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui veulent la destruction de l'État français, je trouve que c'est insuffisant. Mais justement, Régis, si je peux réagir juste dernier mot avant la conclusion. Non, mais sur la Chine, parce que c'est intéressant, ça fait 2 fois que tu cites la Chine. La Chine, d'abord, la plupart des régions sont la taille de la moitié de la France. Donc bon, on n'est pas dans la même échelle. Et la Chine est bien organisée. Ils ont leur organisation, eux, leur histoire. Oui, mais tu fais une comparaison avec... je sais très bien comment. Ce que tu décris, il faut le décrire jusqu'au bout. Quand ils disent « je veux une industrie du pneu » ou « je veux des robots », ah oui, ils se mettent tous en concurrence. Ils mettent les régions en concurrence, les universités en concurrence. Alors, parfois, il y a 1000, 1200, 1300, 4000 entreprises de pneus. À la fin, ils sont 2. Et là, l'État dit « ah, c'est bon, toi, t'as gagné. Eh ben, on va faire un truc national à partir de ce que vous avez appris avec les autres. » Nous, c'est l'inverse avec nos régions. On a des machins où on a, et tu l'as très bien dit, l'argument le principal, c'est si on pouvait supprimer tous les Wauquiez, les Museau, les Pécresse, tout ça, mon Dieu, mais déjà la vie française publique irait beaucoup mieux. Et eux, ils inventent des trucs avec des bouts de machin économiques. Ah, moi, je vais faire la Silicon Valley dans le Doubs, avec pas de moyens, c'est pathétique, c'est coordonné à rien du tout. Il n'y a aucun rapport avec rien. Puis à la fin, comme c'est petit, eh ben, c'est pas assez gros et c'est trop petit. Et il n'y a pas de connexion. Et à la fin, tous ces grands projets menés par ces présidents de région, présidentes de région, finissent en rien. Et on n'a pas le niveau de l'État qu'il y a chez les Chinois,
où à la fin, ils disent, bon, bah, ça marche, on le met au niveau de tout l'État. Ça n'existe pas. Donc, argument de plus. Ta description de la concurrence, attendez. c'est caricatural. Hein. On est arrivé au bout de l'émission. On est arrivé au bout de l'émission. J'aimerais vous poser une dernière question en très peu de mots à chacun de vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de décentraliser les ministères en les distribuant un peu partout en France ? Ouais, je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Et Régis ? Après la réforme de la décentralisation, il y a eu la déconcentration. Hein, mais malheureusement, le système préfectoral, la culture jacobine fait que ça n'a pas été traité comme ça aurait dû. Et alors là, de plus en plus, il y a eu cette recentralisation. Juste une petite observation. Très rapide. Quand il y avait 26 régions et 100 départements, 75% des postes de direction générale de ces institutions étaient dirigés par des énarques. Hein, d'accord ? Donc c'était extraordinaire. C'est-à-dire que le travail de recentralisation, de récupération du pouvoir a été entrepris très tôt. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Un dernier point sur les votes. Et oui, le RIC pour la suppression des régions françaises l'emporte. 69% sur YouTube et sur X un petit peu moins, mais tout de même 57%. On va faire la moyenne. T'as pas les bons chiffres. 62-38. C'est 62-38. Justement, moi, j'ai toujours perdu, moi, alors, de toute façon. Non, pas surtout, Régis. Puis là, c'était quand même difficile. Aux élections, j'ai toujours perdu. Mais je souhaiterais dire quand même, parce que Régis a donné de très très bons arguments, et Régis se trouve à défendre un truc qu'il ne veut pas défendre, c'est-à-dire cette saloperie de loi NOTRe et de régions qui n'ont aucun sens. On a bien compris qu'il veut remplacer par autre chose, mais... Donc c'est juste pour dire que ce n'est pas vraiment une défaite. C'est comme la Constitution, retour à la Constitution de 58. Hop, on coupe les pattes du Conseil constitutionnel, et hop. Alors, c'était le 4e RIC Tocsin. Vous pouvez évidemment retrouver tous les autres sur la chaîne Tocsin+. Vous étiez nombreux aujourd'hui, plus de 440 en simultané, uniquement sur YouTube. Et presque 2000 en cumulé en 1 heure depuis 18 heures. Vous pouvez bien évidemment continuer de voter pour ou contre ce RIC sur la chaîne Tocsin et tous nos réseaux sociaux. Demain à 18h, à la même heure, ici même sur Tocsin+, c'est l'émission scientifique avec Alexandre Cuignache. Il s'est déplacé dans le sud chez le physicien Jean-Pierre Petit pour une interview exceptionnelle. Et demain, évidemment, comme tous les jours, à 7h30, c'est la matinale Tocsin présentée par Clémence Oudiakova. Au programme, le police-justice avec un certain Régis de Castelnau. Oh là là. Et abonnez-vous aussi à Fréquence Populaire. Abonnez-vous à Fréquence Populaire, bien sûr, l'excellente chaîne de Georges Kujmanovic. On va abonnement, Régis, alors. On va parler de Patrick Drahi au cœur d'une affaire de corruption et de la prochaine loi macroniste à venir pour la régulation des réseaux sociaux qui effraie tout le monde. De Fabien Mandon, dont on a parlé tout à l'heure, notre chef d'état-major, qui dit qu'il faut accepter de perdre nos enfants. On verra si tout le monde est d'accord. Puis on aura Dominique Kounkou, docteur en droit international public, avocat au barreau de Paris, avocat de la famille Kabyle pour un sujet sur le trafic d'organes et l'affaire Kabyle. Ne quittez pas ce live et ça vous basculera automatiquement sur le live de Clémence demain matin. Profitez-en pour mettre un pouce dès maintenant, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et à partager au maximum. Merci une dernière fois à nos donateurs sur toxin-media.fr/nous. C'est grâce à vous que Tocsin vit et c'est grâce à vous que ces projets naissent et se développent. Merci à tous, merci Georges Kujmanovic, merci Régis de Castelnau, merci à vous les auditeurs. Salut. À très bientôt, merci à la semaine auditeurs. prochaine au revoir, pour le Régis. prochain RIC.